Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est encore loin, le podcast dédié aux explorateurs et aventuriers d'hier et d'aujourd'hui. Tous les 15 jours, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités exceptionnelles et de récits d'aventures à en frémir d'excitation. Professionnels de l'expédition ou amateurs, alpinistes, marins, photographes, scientifiques, explorateurs en tout genre, tous ont en commun une passion vibrante pour notre planète et une soif de l'aventure qu'ils acceptent de partager avec nous pendant une petite heure. L'objectif ? Vous faire rêver et peut-être même vous transmettre l'inspiration nécessaire pour faire vos valises. Alors, prêt ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est encore loin. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, bienvenue. Et pour tous les autres, merci pour votre écoute et votre fidélité. Pour ce nouvel épisode, nous sommes ravis d'accueillir Mathis, alias la Tortuga sur les réseaux sociaux. Blogueur voyage et aventurier, Mathis a déjà plus d'une aventure au compteur. C'est après un long voyage en Asie qu'il se découvre une passion pour la randonnée et la marche, souvent en solitaire, dans des endroits reculés où l'on ne croise pas grand monde. Il décide alors de partir pour ce qui sera sa première aventure, la traversée de l'Islande, seul et à pied, dans un paysage aride et, contrairement à ce que l'on pourrait penser, très sec. C'est sur ce trajet que nous allons le suivre aujourd'hui, pour une évasion dangereuse et incroyable entre volcans et glaciers. Avant de commencer, je vous précise que toutes les photos, les cartes et les autres informations sur ce voyage sont disponibles sur notre site, le lien actif est dans la description de l'épisode, et sur notre compte Instagram @c'estencoreloin.podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur ce compte Instagram pour retrouver également toutes les coulisses de nos épisodes, les conseils de nos invités et nos coups de cœur d'inspiration. Enfin, si l'épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Pour cela, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez le partager en story sur Instagram. Dans tous les cas, un grand merci pour votre écoute et bon voyage en Islande. Moi, c'est Mathis, mais on me surnomme la Tortuga sur les réseaux. Donc, je suis, on peut dire, réalisateur et aventurier. Et donc, en fait, depuis depuis plusieurs années, je pars à l'aventure autour du monde. Et une de mes premières grosses aventures, c'était la traversée de l'Islande, du nord au sud, à pied et en solitaire. Alors, il faut savoir qu'en fait, avant ça, j'avais campé que 2 fois dans ma vie. J'ai voyagé un peu à travers le monde, mais c'était surtout en auberge, je prenais le bus, etc. Et en fait, pendant mes voyages autour du monde, j'ai commencé à être passionné par la randonnée, par la marche à pied et par la nature. Donc, quand je suis rentré de mes voyages d'Asie en 2016, j'avais qu'une hâte, c'était de repartir dans un pays qui allait me rapprocher le plus possible justement de cette nouvelle passion, de la nature et surtout de la randonnée. Donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que l'Islande, c'était un pays très touristique. Et qui dit touriste, en fait, dit ça casse un peu ce côté nature justement. Donc j'ai cherché, au début je voulais faire le tour de l'Islande à pied, j'ai vu que ça coûtait très cher, ça prenait trop de temps et en plus on n'était pas en contact de la nature parce que justement en fait tous les Islandais habitent autour de l'Islande, toutes les habitations sont autour de l'Islande. Le seul endroit où on peut se retrouver seul au monde, c'est au centre de l'Islande. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'on pouvait traverser l'Islande. Et je me suis dit, pourquoi pas chercher un peu plus, tenter et voir comment, s'il y a déjà des gens qui ont traversé l'Islande et ce que ça représente, etc. Et je suis tombé justement sur un site qui s'appelle Les Deux Frères en Islande, un des seuls sites justement qui donne quelques explications. Et j'ai vu que ça allait pas être de la tarte. Ça allait vraiment être un défi. Donc, j'ai pu télécharger un semblant d'itinéraire qui datait de 2013, je crois, donc qui était assez vieux sur leur carte. J'ai glissé ça sur un GPS et j'ai fait appel à 2 amis à moi, Nicolas et Pierre, qui en fait allaient m'assurer, enfin, ils allaient servir un peu de sécurité pour moi parce que je n'étais pas trop rassuré. Et en plus, parce qu'en fait, j'avais pour objectif, moi qui suis aussi un peu réalisateur et qui ai pour habitude de donc diffuser tous mes films et mes vidéos sur ma chaîne YouTube Tortuga, je voulais réaliser un film de cette traversée de l'Islande. Et je voulais aller encore plus loin. En fait, je voulais réaliser un film qui traiterait de l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers d'Islande, parce que je venais d'apprendre en fait que
à cause du réchauffement climatique, en Islande, les glaciers disparaissaient un à un et il y avait le premier glacier, donc en 2019, qui s'appelle Hawk, qui avait complètement fondu, complètement disparu. Donc je voulais un peu me rendre sur place, aller, à l'aventure, traverser l'Islande, aller au cœur de ce pays, qu'on surnomme pas pour rien de feu et de glace. Donc en juillet 2019, on prend l'avion, on se rend donc à Reykjavik, qui est la capitale, à l'ouest de l'Islande. Et alors la première chose qu'on fait, c'est que, du coup, on essaie de trouver un moyen pour, l'équipe technique de pouvoir, eux, circuler, de façon la plus économique et écologique. Sachant qu'en fait, on travaillait tous à cette époque-là en entreprise, donc en fait, on n'avait pas, les moyens de prendre trop de temps à trouver, d'autres, alternatives, malheureusement, même si on y a pensé, beaucoup plus écologiques que prendre une voiture. Donc on a pris, le 4x4 qui était, donc c'était un Dacia Duster, donc 1re grosse erreur, pour qu'eux viennent m'assister en fait, en Islande. Sauf qu'il s'est avéré donc quand on est arrivé jusque dans le nord à Mývatn, qui était notre ligne de départ. On avait plusieurs, heures de route et il s'est avéré qu'en fait, dès le départ, le 4x4 n'a pas du tout fait l'affaire et en fait, on s'est perdu dès le début avec mon équipe technique, qui avait toute la nourriture, tout sur eux, et les caméras et cetera. Donc en fait, je me suis retrouvé complètement seul dès le début. Quand j'ai débuté, j'ai fait aussi une grosse erreur, hein. J'étais, amateur à cette époque-là. Comme je disais, j'avais campé que 2 fois dans ma vie. Je suis parti avec un sac où j'ai vraiment tout mis dedans. J'avais mis quasiment toute ma maison et dès la première journée, j'ai marché, 40 kilomètres, je crois. Donc je me suis complètement épuisé et en plus, plus de nouvelles de l'équipe technique. Donc je me retrouvais déjà, pour la première fois de ma vie, complètement seul dans un terrain, isolé, entouré de rien. Donc là, c'était des roches volcaniques. Je décide de continuer, tout de même, alors que l'équipe technique ne laisse plus signe de vie et en fait, plusieurs jours plus tard, 4 jours plus tard, je savais que j'allais rencontrer un camp de base qui est au sommet d'un volcan, du volcan Aksja, qui est placé ici, un peu désolé, mais qui en fait servait, comme base de préparation aux expéditions lunaires pour, la NASA. Donc on peut un peu, se situer le contexte, on voit un peu les décors, autour, hein. C'est complètement désolé. Il y a quelques petites cabanes qui ont été plantées là et des gros véhicules de rangers et heureusement qu'en arrivant, je croise mon équipe technique, donc ça allait être la seule fois que j'allais les croiser après jusqu'à la fin quasiment de mon périple. Fatigué, inconsciemment, je décide de m'alléger. J'enlève le plus de matériel possible et en fait, j'avais constaté que les jours, précédents, vu qu'il faisait assez humide, il faisait froid, j'avais eu besoin que de ma bouteille de 2 litres. Je trouvais ça suffisant. Donc par rapport à cette information, je me suis dit: «Bon, bah, je vais laisser le Camelback de 4 litres, à mon équipe technique» parce que de toute façon, j'allais pas le remplir, pour les jours à venir. C'était beaucoup trop lourd, j'avais trop mal, il fallait que je m'allège et 4 litres, bah, ça représente 4 kilogrammes de moins et c'est quand même énorme. Les sources d'eau sont quasiment toutes potables en Islande. Le seul truc qu'on doit faire attention, c'est, l'odeur, du soufre, parce qu'il y a beaucoup d'évacuation de soufre avec les volcans et aussi le fait que ça stagne pas. À part ça, on peut boire n'importe quelle eau en Islande. Donc avant de partir, vu qu'il y avait les rangers quand même, je vais, les voir pour qu'ils me conseillent sur la suite et ils me disent quand même: «Bon, Mathis, du coup, toutes les eaux sont potables, mais là, pendant 2 jours, tu vas croiser des sources d'eau qui sont directement issues du volcan et ces eaux ne sont pas potables. Donc prends, assez d'eau sur toi pour, au moins les 2 jours à venir». Parce qu'en fait, 2 jours après, je retrouvais un refuge non gardé, qui est le refuge le plus au centre de l'Islande, le plus isolé. Dans le refuge non gardé, il y a des réserves d'eau potable. Bon, bah, je dis: «OK, 2 jours», j'ai pu faire 2 jours avant, ça avec 2 litres, ça me paraissait convenable. Donc je repars, je dis adieu donc à ce dernier camp de base, avant de me replonger en pleine nature hostile de l'Islande. Comme je disais, j'ai laissé mon camelbag et avec la fatigue, je laisse aussi mes pastilles micro-pures, grosse erreur. Et en fait, où a été mon erreur? C'est que, je n'avais pas bien étudié le terrain.
moi, dans ma tête, plus je m'approchais du centre de l'Islande, plus je m'approchais du glacier, plus il allait faire froid, frais, et du coup, forcément plus humide, et donc moins de besoin d'eau, parce que ça joue beaucoup l'humidité sur l'eau. En fait, dès que j'ai débuté, je suis parti avec des bourrasques de vent. Et plus je m'avance, plus je vois le terrain qui est très sableux. C'est beaucoup, beaucoup de sable, espèce de sable marron, noir, un mix de sable issu de roches volcaniques et de sable jaune qui venait un peu du volcan que je laisse derrière moi. Je commence à marcher, donc il y avait encore des traces de pneus des 4x4 des Rangers qui petit à petit en fait s'effaçaient avec le vent. Il faut s'imaginer comme si on était un peu sur la Lune, un mix de Lune et de Mars. Et là devant moi en fait, c'est tout plat, à part tout au loin, je vois le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Donc plus j'avance, en fait, plus je vois ces espèces de tourbillons de sable, un peu comme des mini tornades qui se font avec le vent et qui se forment, et puis à chaque fois, paf, qui me passe dessus, et je me prends plein de sable dans la figure. Donc, et ce sable qui me rentre en fait dans les narines, qui me rentre dans la bouche, dans les oreilles, etc. Et qui finalement je me rends pas compte, mais en fait m'assèche doucement. Et je me dis: «Mince, en fait, ce terrain, il est quand même assez, sec». C'est pas l'Islande que j'avais imaginée, c'est pas l'Islande d'il y a quelques jours, en fait. Donc je continue, et ce vent n'arrête pas de souffler. Et j'arrive dans cette espèce de cimetière de rochers, éparpillés. C'était assez étrange, hein. Ils étaient éparpillés vraiment à des gros blocs de rochers noirs, à des distances très, comme si on les avait posés à la main, quoi. Il y avait quasi, je sais pas, 3-4 mètres de distance entre chaque rocher, comme un jeu de dames, un jeu d'échecs. Et en fait, le sable devenait de plus en plus dense. Donc vraiment, c'était du sable noir, comme si on était vraiment dans un désert, là, à ce moment-là. Et en fait, c'était très bizarre parce que parfois, je m'enfonçais d'un coup dans ce sable. Je m'enfonçais jusqu'à quasiment le genou, voire même, plus haut, jusqu'à la taille, d'un coup, avec un trou qui se formait. L'effort devenait beaucoup plus physique, donc je perdais encore plus d'eau. Il faisait beaucoup plus chaud que prévu. Donc ça faisait une demi-journée que j'étais parti, et j'avais déjà bu quasiment, sur mes 2 litres que j'avais emportés, un demi litre, voire quasiment, 1 litre. Donc je continue à avancer, et à un moment, heu, en fin de journée, donc il faut savoir que l'été, le soleil se couche jamais. Donc fin de journée, c'est crépuscule, on s'imagine une teinte très dorée. On appelle ça le golden hour, donc c'est vraiment, pendant, plusieurs heures, on a un coucher de soleil doré sur ce sable noir. C'était un spectacle assez magnifique. Et là, de loin, j'aperçois un miroitement. Donc je me dis: «Attends, ça va être comme dans les films, tu sais, dans un désert et tu vois de l'eau». Parce que je commençais en fait, psychologiquement, le fait de me rationner en eau, de me dire: «Bon, je n'ai pas pris beaucoup». Psychologiquement, tu soif aussi, ce truc-là. Et plus je m'approche, et je me dis: «Non, c'est de l'eau, c'est un lac, c'est de l'eau». Donc j'accélère le pas. Il y a vraiment une énorme étendue d'eau. Je me dis: «OK, c'est bon». Je pose mon sac à un moment, à une butte, en me disant que ce serait peut-être un bon endroit où camper. Je prends ma bouteille d'eau et je me dis: «Bon allez, je prends quelques bonnes gorgées, de toute façon, je vais pouvoir remplir ma bouteille». Rien que d'en parler, ça me donne soif déjà. Et je cours vers l'eau, et là, en plus, je me rapproche et je me dis: «Non, non, c'est pas possible, il y a un souci». Et en fait, je venais de croiser mes premières eaux issues de la fonte du Vatnajökull. C'est un sol très argileux, donc très, sableux, comme je disais, de roches volcaniques. Et en fait, au contact de l'eau qui fond du glacier du Vatnajökull, il se charge avec, cette espèce de sable, d'argile, et en fait, l'eau était grise, c'était de la boue. Et en fait, il faut savoir que du coup, le Vatnajökull, pendant la nuit, vu qu'il fait frais, il gèle, il arrête de fondre, et donc en fait, toute cette eau s'enfonce dans le sable, et en fait, pendant la journée, le glacier se me remet à fondre, et du coup, le niveau de l'eau augmente. Mais entre ces 2 process, il se charge en toute cette roche, et donc quand je suis arrivé, j'ai vu que clairement l'eau n'était pas potable. Donc je dis: «OK, pas de panique, je vais poser ma tente, il me reste encore, quasiment 1 litre d'eau, ça me suffira pour la journée du lendemain». Donc là, la soif pendant la nuit, elle commençait à se faire ressortir. Donc faut savoir aussi que, donc je suis parti avec de la nourriture lyophilisée qui se fait avec de l'eau, hein, qui se faut c'est de la nourriture séchée, et on a besoin d'eau pour l'utiliser. Donc je n'ai pas pu utiliser ma nourriture lyophilisée pendant
pendant toute cette journée et je mangeais ce que j'avais de sec, d'autres nourritures, c'est-à-dire du saucisson sec, j'avais, du fromage, enfin bref, tout ce qui te donne très soif. Donc nuit assez agitée, je me réveille, très tôt, très tôt le lendemain matin parce que je savais que j'allais avoir un immense gué à traverser. Donc en fait, je marche un peu dans ces ramifications, donc qui sont en fait le matin asséchées et plus la journée avance, plus le niveau monte et je commence un peu à patauger dans cette flaque, dans cette, boue. Pour l'anecdote d'ailleurs, en plein milieu de nulle part, je croise un véhicule, complètement, désaffecté. Donc je dépasse ce véhicule, je regarde quand même s'il n'y a pas une bouteille d'eau dedans, un peu comme dans Walking Dead. Évidemment, il n'y a rien, donc je continue ma route et petit à petit, j'entends un peu ce grondement d'eau qui s'approche, doucement, de moi et je me dis: «J'espère que c'est pas le truc que je vais avoir à traverser» et j'arrive en fait au début de plusieurs ramifications qui commencent un peu à monter de niveau et là, je vois le spectacle, en même temps grandiose et en même temps, flippant. Je suis en face du Vatnajökull, donc du glacier. Il faut s'imaginer en fait comme une grosse chaîne de montagnes avec des langues glaciaires qui s'étendent, donc en fait comme un écoulement de glace qui s'étendent entre deux pics. Et en fait, j'arrive quasiment face à ça. C'était assez impressionnant. Et en fait, entre deux pics, entre ces écoulements glaciers, il y a cette grosse fonte de ces langues glaciaires qui se matérialise en le gué que j'allais traverser. Un gué, c'est pas très profond. Normalement, l'eau monte jusqu'aux genoux, voire jusqu'à la taille, mais c'est très large. C'est-à-dire que j'en voyais pas l'autre bout. Donc, je me dis: «Allez, on prend le courage à 2 mains et je tente de traverser le gué». Donc je commence, doucement, je m'enfonce, au début, au niveau des chevilles, au niveau des genoux et plus j'avance, en fait, plus je vois aussi que le courant, augmente avec le niveau de la journée et il emporte même des morceaux de roche et des morceaux de glace et l'eau s'enfonce quasiment jusqu'à ma taille et je me fais presque emporter par le courant. Je continue, je continue. J'arrive enfin à traverser ce gué, je sens plus mes jambes, mes jambes ont pas mal enflé. Je me pose à 2 minutes, je vois un peu quelques morceaux de glace qui passent devant moi. Donc je me suis dit: «OK, bon là, j'ai traversé le gué, franchement, il me reste, je pense, une demi-journée pour arriver jusque, au refuge Kistufel, là où on m'a dit qu'il allait y avoir de l'eau». Donc je bois mes dernières rations d'eau. J'avais plus d'eau. Je me suis dit: «Il faut là, je viens de surmonter une épreuve qui était assez, psychologiquement qui m'avait un peu, chamboulé». Je me mange d'ailleurs un petit cookie, de mon sponsor, la Michel Augustin, un cookie, qui en fait sont mes petites barres, faut toujours avoir un petit truc comme ça qui te remonte le moral après un coup dur et je repars et il se commence un petit peu à faire gris et il se met à pleuvoir et là, comme dans les films, je me retrouve un peu, bon, en même temps, je trouvais ça marrant de le faire et je voulais voir si ça marchait. Je tire la langue et j'ouvre la bouche et je tire la langue pour récolter les petites gouttes de pluie. Alors je confirme, ça ne sert absolument à rien. Et en fait, plus je me rapproche vers le refuge non gardé, plus le terrain devient, horrible. C'est-à-dire que ça commence à monter et j'ai l'impression que le refuge se rapproche pas, j'ai toujours pas en visu et là, le moral, en fait, commence à prendre un coup et je commence à me dire: «Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là?» Je prends mes écouteurs, je mets de la musique et là, je me dis que je me mets en mode commando. Je je m'en fous, je pense plus à la douleur, je pense plus à la soif et je fonce, je monte et je crie si j'ai besoin, mais là, je m'arrête plus. Et là, à ce moment-là, je me dis: «Moi, en fait, je suis pas du tout plage, je suis pas du tout, à chiller au bord de la plage, j'aime pas du tout ce genre de vacances» et là, en fait, je commence à rêver de ça. Je me dis: «Oh, j'ai envie d'être, là quand je» c'était en juillet, donc je rentre de l'Islande, je prends un billet direct, en Turquie, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et je me mets, sur la plage turque, et je bois, une bonne bière ou un bon ayran ou surtout un grand coca. Je rêvais sur un coca, le pchit du coca, je me l'imaginais, je le passais en boucle. Et en fait, j'arrive vers le refuge Kistufel, donc qui est le refuge le plus isolé, de l'Islande, vraiment au centre de l'Islande. Donc je me rapproche et par contre, plus je me rapproche, je me dis: «Attends, est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y a de l'eau?» parce que tout autour de ce refuge non gardé, c'était tout noir. Il n'y avait pas un pet de neige et normalement, par rapport aux cartes, ça disait quand même que là, il y avait, c'était plutôt, terrain enneigé,
et que normalement, le glacier aurait peut-être dû venir plus près de. C'était pas normal. Donc je me rapproche, je commence un peu à douter. Et en fait, à un moment où j'arrive, il devait me rester 10-15 minutes de marche, je vois quelque chose bouger au niveau du refuge non gardé. Et en fait, j'entends des, j'entends des voix de loin et quelqu'un qui agite ses bras. En fait, il y avait quelqu'un, il y avait des gens au refuge. Et là, là c'était bon. C'était pour moi plus de soif, plus rien. Enfin, là, c'était gros kiff. J'arrive au refuge et d'ailleurs, eux aussi étaient dans cette même galère. Je l'ai compris tout de suite parce qu'ils m'ont dit de loin Come on, Mathis, come on. Donc, ils parlaient en anglais There is water here. Don't worry, we have a lot of water. Et ils m'ajoutaient une bouteille d'eau remplie. Donc, ils se doutaient de ma situation. Je me rappelle juste avant d'arriver au refuge, je me suis dit si je peux pas boire à ma soif, j'abandonne. À chaque fois, je me disais ça. Attention, dès qu'il y a un truc qui allait pas, je disais j'abandonne, j'abandonne. En fait, au final, tu abandonnes jamais. Donc, ils me tendent cette bouteille et ils me disent vas-y, bois ce que tu veux. Et je vois la tête du deuxième espagnol. Je comprends qu'en fait, c'était leur dernière ration. Je leur tends la bouteille et je lui dis bon, merde, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il y a des gens. Je rentre et en fait, je les revoyais. On a l'impression d'être c'était des apprentis sorciers. Ils étaient en train de faire bouillir. En fait, il y avait effectivement un bac avec écrit Water Emergency. Mais pareil, en fait, c'était un fond de boue. Donc, ils essayaient tant bien que mal de faire bouillir cette eau et de le filtrer. Donc, eux avaient des pastilles, ils avaient des pailles filtrantes, sauf que les pailles filtrantes, c'est quasiment goutte par goutte. Donc, ils faisaient ça, on les voyait, ils avaient leur bouteille, ils avaient mis ça, ça faisait une goutte par une goutte par une goutte. Et ça faisait 2-3 heures qu'ils étaient dans le refuge, ils s'amusaient à remplir une bouteille. Donc, je ne pouvais vraiment pas boire à ma soif parce que c'était tout ce qu'ils avaient filtré depuis quasiment 3 heures. Donc on se pose et là je me dis c'est pas possible, là je peux pas. Et en fait je voyais que plus en hauteur, il fallait quand même marcher un peu, il y avait encore ce même côté neige boue que j'avais rencontré avant. J'ai pris il y avait des ustensiles dans le refuge non gardé, je prends ma pelle, je prends un seau, je pars vers ce petit point de blanc. Et je creuse et je remplis le plus possible le seau, plus ma popote que j'avais ramenée. Et je reviens, on fait bouillir ça. Ça faisait pas une grosse quantité, mais on avait un peu d'eau pour surtout un peu de lyophilisé. Et le lendemain matin, donc les deux Espagnols, ils nous disent au revoir, ils partent. Et ils ont été très cool d'ailleurs. Merci à eux, ils nous ont donc filé un demi-litre chacun. Et j'ai repris ma route. Et enfin, au bout d'une demi-journée de marche, j'arrive enfin à une hauteur et je vois la vue à des kilomètres à la ronde. Et je vois en fait des petites sources d'eau. Et en fait, là, je sais qu'elles sont potables parce qu'il y a un peu de végétation qui pousse de chaque part. Donc, quand je dis végétation, c'est un peu de mousse, c'est un peu plus vert. Le sol est vert, il n'est pas noir. Et là, je sais que c'est de l'eau potable. Et je fonce, en fait. Je fonce. Et là, en fait, quand je me pose et que je remplis ma gourde, mais alors là, j'ai reçu une sensation, une espèce de une poussée de salive dans la bouche, là, quand tu commences à boire. Et tu t'arrêtes plus. Et je me suis posé à côté de cette petite source à remplir, à reboire, à remplir, à reboire. C'était vraiment n'importe quoi parce que c'est vrai. Maintenant que j'en reparle, en fait, c'est des trucs à pas faire. Il faut boire doucement. Et puis plus loin, il y avait un petit lac. Je me suis posé là et en fait, c'était magnifique parce qu'il y avait cette sensation d'avoir retrouvé de l'eau. Et tout autour de moi, rien. Moi, dans mon petit lac, silence et personne d'autre. Et c'était vraiment un moment magique. Salut Mathis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de raconter ça. Moi, ça m'a donné ultra soif. Ouais, moi. Peut-être la première question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui déjà sur la façon de préparer peut-être une anecdote, enfin une aventure, je veux dire, et aussi sur ce que tu es capable de supporter, tu vois, en termes de risque, de peur, de... Voilà. La première chose que ça m'a appris, je pense, j'ai réévalué en fait la valeur des choses et notamment des petites choses que l'on a couramment aujourd'hui dans une société moderne, c'est-à-dire l'eau et la nourriture. Et c'était la première fois que je devais me rationner en fait. Euh, et c'est un truc qu'on fait plus aujourd'hui. Tu n'as plus de trucs dans ton Ouais. frigo, tu sors de chez toi et tu vas acheter ce que tu as besoin. Et cette chose, en même temps, ça m'a, du coup, je me suis dit, en fait, l'eau, c'est quand même quelque chose de sacré et que
Même si en rentrant, finalement, bah, je suis rentré et puis je suis revenu un peu dans cette routine où on prend nos douches, on reconsomme, etc. Mais maintenant, je le fais avec une conscience. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et en même temps, en fait, ce que ça m'a beaucoup appris et pourquoi en fait, à chaque fois, ça me donne envie de repartir, c'est le fait que le bonheur que j'ai ressenti en retrouvant une chose aussi banale que de l'eau, c'était la même. Je ressentais le même «bonheur» entre guillemets, enfin la même joie que, en fait, si j'ai jamais gagné au loto, mais je pense que si j'avais gagné au loto, en fait. Et je me disais: «Pourquoi gagner au loto?» Ce qui est moins probable, avoir cette même poussée d'endorphine au final, parce que c'est de endorphine qu'on ressent quand on a une poussée de joie, Ouais. que là, en fait, que je pouvais ressentir avec un truc aussi simple. Je douille pendant la journée, mais en fait, le soir ou même en rentrant de l'aventure, au bout de 2 semaines, le fait de retrouver ce confort que je voulais fuir Ouais. et bah, il triple de valeur et je suis très content de rentrer chez moi et de me poser sur mon canapé devant Netflix et de me commander, ou d'acheter un truc à manger et de reconsommer un coup. Truc que j'ai pas fait depuis 2 semaines ou 3 semaines parfois, et que je refais pas ensuite tout régulièrement, mais ce bonheur qu'on ressent, il a pas de prix. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que si toi, aujourd'hui, dans les aventures que tu vis maintenant, ça t'a appris quelque chose sur ta façon de gérer les risques et sur la peur que tu peux ressentir. Et tu vois, en gros, si t'as fait évoluer ta zone de confort quelque part. Mmh. Alors oui, alors effectivement, cette aventure où j'ai placé la barre très haute, je suis très content de l'avoir fait et je suis très content d'avoir fait ces erreurs, même si je me suis pris plein de remarques, hein, sur l'équipement, sur ça et cetera. Parce que pour moi, une aventure, sans erreur, c'est plus une aventure. Bah, du coup, oui, j'ai beaucoup appris sur moi, ce dont je suis capable. En fait, en plaçant cette barre haute, j'ai testé un peu mes limites, c'était le but et j'ai vu comment je réagissais dans des moments comme ça. C'est quelque chose qu'on a du mal à savoir, en fait. On réécoute un peu son instinct, on a un peu le côté un peu animal qui revient, en fait. On réagit un peu différemment et sans avoir vécu ce truc-là, on peut pas l'apprendre dans la théorie. Donc en fait, j'ai moins peur de partir affronter, en fait, aujourd'hui, de me relancer dans des aventures dont je ne connaissais pas. Heu, alors c'est bien et en même temps, c'est pas moins bien. En fait, c'est pas si difficile de se dépasser, de se lancer des défis et surtout de dépasser ses limites. Le plus compliqué justement, c'est de les fixer, les limites et en fait, plus on se lance dans des aventures comme ça, plus on se dit: «Mais en fait, hem, j'y arrive, j'y suis arrivé et cetera» et on est de moins en moins sur ses gardes jusqu'au jour où en fait, il se passe un accident. Et ça, c'est important de le garder en esprit parce que même si on a un peu de chance comme moi et que ça se passe bien et cetera, il peut toujours avoir cette, erreur, qui est fatale et qui ne pardonne pas. Donc même si ça m'a appris à relativiser maintenant, sur les aventures, parce que si c'était à refaire, j'irais un peu plus en mode relax, là, j'avais vraiment préparé une équipe technique, j'avais tout f bref, j'avais un peu peur, par rapport à ce que les autres disent. Maintenant que je relativise un peu ça, je prends toujours quand même des précautions. Il faut toujours avoir un plan B, en cas de gros pépins. Ok. Alors moi j'aurais une petite question toujours concernant la préparation, mais cette fois-ci la préparation sonnante et trébuchante. Comment est-ce que tu finances ce genre d'opération? Est-ce que c'est simplement sur tes fonds propres? Tu as dit que tu avais des petits cookies Michel et Augustin, donc je sais que tu as un petit sponsor. Donc voilà, comment tu finances ça? Alors d'ailleurs, j'ai parlé d'eux, mais parce que moi je travaillais aussi chez eux à ce moment-là, chez Michel Augustin. De base, en fait, quand j'ai commencé à me préparer pour cette expédition, hem, j'avais, donc terminé en fait, j'avais quitté mon précédent travail qui était une alternance. Je sortais un peu des études, je terminais mes études. Et en fait, j'essayais déjà de me lancer dans Tortuga à plein temps, à mon compte, mais j'étais pas du tout prêt financièrement, j'étais pas du tout prêt, du tout en fait. C'était pas le meilleur moment de se lancer et quand j'ai commencé à organiser, l'Islande, bah, justement, j'avais pas beaucoup de sous, et c'était un gros problème qui m'a fait beaucoup douter d'ailleurs. Alors, faut savoir que bon, bah, pour dire le budget, hein, environ une traversée comme ça d'Islande avec,
Du coup, l'équipe technique, c'était 2 amis, donc en fait, ils étaient prêts à venir aussi gratuitement. Sachant que j'avais déjà un peu de matériel de caméra que j'avais investi depuis que je suis plus jeune, là-dedans, parce que c'est ma passion et que je faisais des vidéos. On en a eu pour 4 000, 5 000 €. 4 000-5 000 Ok. €. Ok. Sachant qu'on avait mis le paquet, hein. On peut s'en tirer vraiment, on peut partir avec son sac et ses chaussures, ça nous reviendrait de moins de 1 000 €. Hem, Là, pour le financement, donc j'ai été embauché chez Michel Augustin, en fait, quelques temps avant de partir en Islande, et je leur ai dit d'ailleurs, en fait, je suis tombé sur leur annonce et je leur ai dit: «Par contre, si vous m'embauchez, je pars traverser l'Islande. C'est pas négociable», et ils m'ont dit: «Ah mais on adore ce genre de profil, il y a pas de souci, tu y vas, on te met en congé sans solde», et en fait, quand je suis arrivé chez eux, je me suis dit: «Pourquoi pas aller plus loin?» Je vais en plus leur demander si c'est possible de me financer l'Islande, et donc ils ont dit: «OK». Très bien, c'était, François qui était, directeur de l'époque, donc ça m'a permis de financer tout ça. Ouais, ok. Et de manière générale, peut-être juste pour ce point-là, parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs, et notamment le choix de vie que tu as fait, de te lancer là-dedans, d'essayer d'en faire ton métier. La recherche de sponsors, etc., c'est une activité qui a la réputation d'être chronophage et, et pas très efficace, donc beaucoup de temps passé pour pas beaucoup de réponses. Mmh. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Alors c'est vrai que c'est un point assez, important. C'est très, très compliqué. Moi, je suis parti d'un rêve, d'une espèce de vision de ma vie, en fait, un objectif de vie, parce que j'étais passionné de voyage et je voyais qu'il y en a qui vivaient grâce à leur contenu de voyage, et je me suis dit: «Je vais faire pareil», et en fait, j'ai pas vu toutes les difficultés, que ça engendre. Hem Et en fait, quand on parle, en fait, c'est très beau. C'est un métier incroyable si j'arrive à vivre, de ça. D'ailleurs, ça commence. Je commence à petit à en vivre, et beaucoup de gens se disent: «En fait, oui, mais le gars, il reçoit de l'équipement gratuitement, il part voyager gratuitement», et en fait, c'est un côté qui justement, nous tire un peu, des balles dans le pied, Ouais. parce que les entreprises ont le même discours. C'est-à-dire qu'ils disent: «Bon, on t'envoie quand même voyager, tu peux nous faire ça gratuitement», et cetera, et c'est très compliqué à négocier ça avec les entreprises, parce que tu négocies du voyage, quelque chose quand même qui est Ouais. c'est quelque chose de sympa, voilà, et alors au niveau des partenariats, ça a été très compliqué au début, et en fait, si j'ai un conseil à donner, c'est de préparer une très belle aventure comme ça, qui ait du sens pour nous, et qui peut avoir du sens aussi pour des marques, comme Seul en Islande. J'ai beaucoup misé sur ce projet, et donc j'ai sorti un film, c'est Seul en Islande, qui a aujourd'hui 90 000 vues, et donc c'était un succès finalement pour moi, personnellement, et maintenant, en fait, j'ai pu montrer ce que je savais faire, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple avec ce 1er projet. Donc en fait, Ok. faut, financer, faut investir dans un premier projet. Donc plus on avance, plus c'est facile. Par contre, si même si c'est par passion, tout le travail qui est en amont et ce qu'on propose aux marques aussi quand même, c'est énorme, et niveau investissement financier, je suis clairement perdant pour l'instant. Mais c'est un investissement pour plus tard, et j'espère que, dans les mois, les années à venir, si on continue, si tout ça est derrière nous, tout ce qui est covid et cetera, heu, qu'en plus que ça me rembourse mes voyages, que ça me rapporte un revenu. Chose que je me permets grâce à mon freelance, en fait, à côté, parce que je fais un peu de la création de contenu, mais pour des entreprises qui ont rien à voir avec le voyage, et qui, eux, en l'occurrence, payent mieux, du coup. Ouais. Est-ce que tu as un livre ou un film que tu trouves particulièrement inspirant et que tu peux recommander? Hem, alors moi, il faut savoir que je lisais beaucoup quand j'étais petit, mais c'était de l'aventure un peu fantasy, et je pense que ça part de ça un peu, mon amour pour l'aventure. Donc Ouais, rien ok. à voir avec, là, en ce moment, je peux conseiller, par exemple, de David Le Breton. Je suis en train de lire un très beau livre sur, la marche. Robert Louis Stevenson aussi, avec Alida, donc Voyage, dans les Cévennes avec un âne, que je recommande de faire l'aventure et de le lire en même temps. Mais surtout, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré pendant que je voyageais en Asie, que je le lisais, qui s'appelle «La Horde du Contrevent», qui est un gros bouquin, et en fait, c'est, dans un monde un peu fantaisiste, hein, mais c'est une horde d'aventuriers, et chacun ont leur rôle, et justement, ils doivent, en fait, c'est un monde où le vent vient de va que dans une direction, et en fait, cet objectif de la horde, c'est de chercher l'origine du vent, et si on des gens qui aiment un peu ces univers fantaisistes, c'est assez, ça te fait rêver, quoi, et tu as envie de partir un peu comme lui et d'être le héros de ta propre histoire. Ok.
Super, écoute, merci beaucoup. On mettra tous les Ouais. liens de toute façon dans le site, sur le site et dans la description de l'épisode pour que tout le monde puisse les retrouver. Ainsi que des cartes d'ailleurs, parce que Ouais. les noms un peu Ah oui, barbares. d'accord. Ouais. Je prononce très mal d'ailleurs, je pense. Non, je pense que tu es plutôt bon, mais en fait, à mon avis, les auditeurs ont besoin de cartes pour se repérer. Et écoute, super, merci Franchement, beaucoup super. merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, ouais, c'était un plaisir de raconter ça. Avec plaisir. Bah, avec grand plaisir. Ciao Mathis. Allez, bye Bye bye. bye, Bon bonne courage, soirée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons eu à l'enregistrer. Quelques détails avant de se quitter. Si vous voulez retrouver toutes les références et les informations, les cartes, les photos sur l'aventure qui vous a été présentée aujourd'hui, vous pouvez vous rendre directement sur le blog du podcast. Le lien actif est dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas également à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu, c'est un gros coup de pouce pour nous. Enfin, vous pouvez nous contacter pour toute question, suggestion, commentaire, remarque et mots d'amour via notre compte Instagram ou notre blog. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de C'est encore loin.